Premier dimanche de l'année, Yorana à tous et bienvenue dans votre journal, les titres. Les héros du quotidien face à l'urgence entre violence et détresse, des interventions qui marquent. Suivez une soirée avec les soldats du feu de la capitale dans votre journal. Dans notre édition, ce soir, nous ferons également un bilan des travaux de l'année 2024 porté par la députée Myriana Red Arbelot. Nous reviendrons également sur l'actualité en métropole et aussi au Fénois. Les confessions chrétiennes se rassemblent pour une semaine de culte. Vous verrez la thématique abordée à travers les offices de la paroisse protestante de Tongnoa. Sapeurs-pompiers, un métier qui fait rêver dès le plus jeune âge. Ces anges gardiens du quotidien sont là à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit pour porter assistance à la population. Loin des clichés, ces soldats du feu sont aujourd'hui amenés à éteindre les maux d'une société, comme on a pu le constater avec notre journaliste Nicolas Pérez, qui a suivi les sapeurs-pompiers de Papeete l'espace d'une soirée. Nous informons que certaines séquences pourraient heurter la sensibilité des plus fragiles. Reportage. Ouais, mais c'est juste pour l'info. Papeete, j'écoute. Oui, dis-moi. Oui, Nicolas Mathieu et son fils, la malle sur son corps, son dos. Ouais. Ok, ça marche, pas de souci. Ben, je t'envoie l'équipe, hein. Avec plus de 4000 interventions chaque année, les pompiers de Papeete sont de plus en plus sollicités pour des secours d'urgence aux personnes. Violences intrafamiliales ou des cas d'ivresse sur la voie publique représentent actuellement 80% des sorties quotidiennes. Pour Abel, jeune sapeur-pompier et chef d'équipe, cette mutation n'est pas un problème. Et ça fait du bien en fait d'aider aussi quand tu rentres, tu es heureux. Hein. Je pense que tout le monde, hein. À chaque fois que tu es une personne, c'est comme si en fait tu lui donnes de la joie de vivre, tu vois. Cette première intervention de la soirée, comme celles qui se succéderont, ne dérogeront pas à la règle. Mais avant de pouvoir porter secours, localiser la victime reste toujours un véritable casse-tête. C'est ça en fait la difficulté pour nous, c'est qu'il faut que ça soit précis l'adresse. Et comme là on va dans la commune voisine, donc il faudrait s'adapter en fonction des infos qu'on nous donne. Des informations pourtant primordiales pour gagner en efficacité. Déjà donné le numéro de téléphone et en même temps la personne comment elle s'appelle et puis l'adresse exacte et en même temps de quoi il s'agit. C'est ça, pour qu'on puisse déjà s'adapter à la situation. Après quelques minutes de recherche, les 3 coéquipiers arrivent sur place. La prise en charge est immédiate. Cette dernière, elle a une dispute avec son fils, se sont tapés un peu dessus. Et elle a des plaies superficielles, hein, au haut du genou droit, et un peu sur les coups, tout ça. Donc ensuite, alcoolisé, Roya. Pour ce jeune caporal, l'empathie est une seconde nature. T'as quel âge, maman? T'as quel âge? 51 ans. Ouais, jeune, Rapidement évacuée aux urgences du CHPF, cette première victime sortira quelques heures plus tard. Tout juste de retour, l'équipe est appelée pour un autre acte de violence. On va aller dans l'ambulance quand même? C'est l'arcade, quoi. Oui, c'est l'arcade, mais quand même, si c'est assez important, quand même, c'est mieux de faire. Des violences récurrentes auxquelles Abel et ses collègues sont aujourd'hui immunisés. Vous êtes bagarrés en gros. Et c'est toutes les semaines qui veulent nous casser la gueule. Ok. Ça marche. Moi, ce que je fais, tout ce qui est travail, je laisse à la caserne. Dès que je rentre, j'essaie de ne plus rien penser à ce qui s'est passé en intervention. J'essaie de mettre en fait de côté. C'est grâce aux anciens en fait que voilà, on est là ici aujourd'hui, on arrive à être fort hein, mentalement. Surtout ce travail, je pense, c'est plutôt mental. Hein. Pour ce monsieur, encore sous le choc, rien de grave. Il décidera même de se rendre par ses propres moyens aux urgences d'une clinique privée. De retour à la caserne, les 8 pompiers en service profitent d'une accalmie pour se restaurer et se reposer. Un métier certes éprouvant physiquement et psychologiquement, mais qui suscite encore des vocations, comme le confirme le chef de corps à la tête d'une 60aine d'hommes et de femmes. Être sapeur-pompier, c'est une vocation avant tout. Hein. C'est une vocation, donc il faut aimer ce qu'on fait.
Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de limite. Hein. On se donne à fond. Et donc, dans ce qu'on fait, c'est sûr que dans les familles, les enfants, peut-être éventuellement, feront le même métier que le père ou la mère. Une pause de quelques minutes avant de repartir vers le quai des Paquebots. Là, une croisiériste originaire d'Allemagne, en détresse respiratoire, est prise en charge avec son mari. Si l'intervention n'est pas exceptionnelle sur le plan médical, Abel devra user de ses talents d'interprète pour informer au mieux la victime. For the doctor over there, if he want call the boat, yeah. Une ultime intervention pour ce premier samedi soir de l'année. Une soirée relativement exceptionnelle puisqu'aucune victime n'aura été enregistrée dans la capitale. Un mot de religion aujourd'hui marque le début de la semaine de l'unité des chrétiens. Chaque jour jusqu'à dimanche prochain, les confessions religieuses chrétiennes participeront à des offices autour des thématiques qui animeront l'année à venir. Sam Teinaouri s'est rendu ce matin à la paroisse protestante de Evaneria à Tognoa où le culte a été dirigé par la secrétaire générale de l'église protestante, Maoi. Les paroissiens de Evaneria ont gardé la même ferveur malgré le décès brutal de leur pasteur il y a un peu plus d'une semaine. Pour pallier cette absence, c'est la secrétaire générale de l'église protestante Maoi qui officiera durant toute la semaine de prière. Les dirigeants de l'église protestante se relaieront ensuite pour célébrer les cultes de la paroisse jusqu'à ce qu'un remplaçant puisse être trouvé. L'église protestante compte un vivier d'élèves pasteurs en formation à l'école pastorale de Ta'a. Pour Oumia Avemrei, la relève est assurée. Je pense que c'est une préoccupation pour l'ensemble des dirigeants, qu'il y ait une relève. Et la relève se fait en formant, se fait en préparant le chemin. Et la route a été tracée. Il nous suffit simplement en tant que jeunes gens de s'atteler à prendre la route et prendre le chemin. La moyenne d'âge des nouveaux pasteurs et responsables de l'église protestante atteste du rajeunissement des officiers du culte. Même les jeunes paroissiens assistent régulièrement aux offices. Comme je vous l'ai annoncé au début de votre journal, nous accueillons dès à présent notre députée à l'Assemblée nationale, Myriana Red-Arbelo Yorana. Yorana Rarhao, Yorana à toutes celles et tous ceux qui nous regardent ce soir. Je voudrais profiter de souhaiter une excellente année 2025 à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Alors, la 5e République, 4 chefs de gouvernement différents en un an, l'une des pires, voire instable, qui plus est, et sans majorité. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une dissolution et que, éventuellement, les électeurs retourneront vers les urnes? Alors, écoutez, seul l'avenir nous le dira. La dissolution qui s'est passée donc, du coup l'année dernière était pressentie, mais finalement on s'y attendait pas à ce moment-là. Maintenant, nous avons juste le résultat de cette dissolution et cette instabilité est très difficile à gérer pour les parlementaires, notamment polynésiens, je dirais, mais nous continuons le travail inlassablement à répéter et à retransmettre aux nouveaux intervenants les dossiers que nous portons. Un bilan rapidement sur les travaux qui ont été portés pour l'année 2024. Alors, dans l'ancienne mandature, dans la nouvelle mandature, j'ai juste repris mes travaux qui avaient été donc interrompus, notamment la commission d'enquête sur le nucléaire qui a été donc recréée le 17 décembre. Et aussi un travail sur la retraite des fonctionnaires d'État de Polynésie et du Pacifique en général. Et aussi donc le gros travail qui s'est effectué, c'était sur le projet de loi de finances, donc qui avait débuté en octobre, mais avec cette incertitude de gouvernement qui nous a été proposée un peu tard. Donc voilà, nous avons travaillé majoritairement sur le PLF. Alors Myriana, juste avant de continuer notre interview, je vous propose désormais de voir ensemble l'hebdomadaire, l'actualité de cette semaine qui a été préparée par Sam Teinaouri.
Lundi, Ils n'ont pas s'est vraiment tenue le la dernière cœur à la séance de fête. l'Assemblée de Les Polynésie représentants de étaient 2024, réunis en où cette plusieurs veille de textes ont réveillon été débattus, pour dont entériner des aides une aide aux financières du populations pays de à Mayotte et au et des Vanuatu. Vanuatu, Pour gravement l'opposition, affaiblis l'aide, par un c'est bien, cyclone mais pour pas à l'une n'importe et un quel prix. séisme. Les populations sont en grande difficulté et donc on participe beaucoup. Un petit incident technique, mais on revient tout de suite du coup sur notre interview par rapport aux problématiques de la Polynésie. Qu'est-ce qui vous semble urgent et prioritaire à traiter outre le volet du nucléaire? Écoutez, c'est souvent le quotidien donc, des Polynésiens qui nous importe le plus. Alors le gouvernement est là c'est l'exécutif, donc il s'occupe plutôt de ce quotidien. Nous, on intervient plus dans la législation, sur la cherté de la vie, par exemple. J'ai participé à quelques auditions récentes on a auditionné des acteurs économiques de la Polynésie et d'autres outre-mer. Ça a été sur l'initiative d'une députée socialiste de la Martinique et le rapport est en cours de rédaction donc pour aboutir sur des préconisations, notamment sur un contrôle des marges accru. C'était un des axes de préconisation. Sinon, il y a aussi donc le problème du logement. Je pense que c'est vraiment encore plus exacerbé dans les Outre-mer. Chez nous, je citerai par exemple l'indivision, qui est un sujet qui revient souvent quand on parle de foncier. Pourquoi pas travailler sur la législation d'une gestion, une cogestion en fait, des terres indivises. Ça, c'est un travail qu'effectivement nous pouvons faire. Alors, vous avez toujours été pour le développement du finnois, vous l'avez dit, lors de votre passage sur notre plateau du 18 juin 2024, je cite, « Ce n'est pas à moi ni à un parti politique de décider de l'indépendance d'un territoire. Votre avis sur la délibération du président de l'Assemblée, Anthony Giros, sur la décolonisation, n'avez-vous pas l'impression justement de traduire cela comme une trahison envers les électeurs ?» Alors pas du tout. Je persiste et je confirme ce que j'ai dit, que l'indépendance ne revient ni à moi ou ni à un parti de décider. Et il ne faut pas confondre décolonisation et indépendance. Justement, le processus, c'est du droit international. Le processus de décolonisation que mon parti politique, le Tavini Huiraatira, demande depuis 11 ans maintenant, depuis la réinscription de notre territoire sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. Ce n'est pas un plébiscite pour l'indépendance, c'est une demande de suivre, de respecter le droit international sur la décolonisation. Finalement, somme toute, c'est demander aux Polynésiennes et aux Polynésiens, aux habitants de Polynésie, leur avis sur le statut dans lequel on vit ou sur des possibilités d'autres statuts. Mais il faut entamer les discussions. Et c'est ce que demande le président de l'Assemblée de Polynésie française, M. Giros. Comment vos collègues députés à Paris, justement, pensent de cela ? Ici surtout, il y a une confusion qui se fait entre l'indépendance et la décolonisation. On demande juste aux gens de se prononcer. On ne nous a jamais demandé si on voulait être autonome ou pas. On ne nous a jamais demandé si on veut être indépendant ou pas. Et ça se fait au travers de référendums. C'est prévu dans le droit international. Et c'est juste cela que nous demandons de respecter, des discussions avec thème après thème, domaine après domaine, donc de discuter comment on peut répartir peut-être les compétences, si c'est dans un système amélioré de l'autonomie ou si c'est vers plus d'indépendance. Alors, je laisse l'actualité du finnois pour partir justement sur votre travail à l'Assemblée nationale. Vous travaillez également sur les lois de finances. Votre avis sur cette baisse de près de 30 milliards quand même dans le budget pour l'ensemble des Outre-mer? Écoutez, c'est très préoccupant parce que nous avons toujours l'impression d'être la dernière roue du carrosse du budget de la France. Donc, d'autres députés ultramarins et moi-même, nous ne sommes pas du tout contents de cela et nous avons déjà démontré en fait notre mécontentement donc dans le gouvernement précédent. Je tiens à souligner aussi que la censure a plus été sur des textes et pas sur des hommes. Monsieur Barnier a été un premier ministre qui avait apporté beaucoup de respect dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, enfin de mon avis. Les débats étaient beaucoup plus sereins.
Mais il a manqué beaucoup de compromis, malheureusement, et j'espère donc que M. Bayrou comprendra cela. Et le fait d'avoir nommé M. Valls ministre d'État, donc ministre de plein exercice, dans un ordre protocolaire assez haut pour les Outre-mer, j'espère que c'est bon signe et qu'on pourra aller vers des politiques publiques ultramarines appropriées à chaque territoire. Comment voyez-vous justement ce nouveau gouvernement, celui de Bayrou? On va le voir, je le vois de loin pour l'instant, puisqu'il a été nommé juste avant Noël. Donc on va voir comment on va travailler, mais déjà les courriers sont partis pour reprendre le travail sur chaque dossier. Voilà, on verra bien. Vous pensez rencontrer le nouveau ministre des Outre-mer? J'espère bien, oui. Alors, vous échangez beaucoup avec vos collègues députés polynésiens. L'indemnité temporaire retraite, l'ITR, c'est un dossier que vous portez ou est-ce que ce sont vos camarades qui le font? Alors, l'ITR a toujours masqué le mauvais calcul de la retraite des fonctionnaires d'État. Donc, c'était pas une excuse, mais quand l'ITR existait, ça masquait en fait le calcul incomplet de la retraite des fonctionnaires d'État. Donc aujourd'hui, je travaille beaucoup sur compléter cette retraite et j'avais pas mal d'avancées sur le dossier. Maintenant, il va falloir tout reprendre avec le nouveau gouvernement. Que pensez-vous du CVR? Alors la CVR a été proposée dans le PLF 2024, mais moi, je le trouvais pas satisfaisant du tout. Et force est de constater que seuls 3 fonctionnaires sur 10 l'ont choisi. Donc, c'est que ça n'a pas convaincu du tout les agents. Et je dis aujourd'hui qu'il faut absolument travailler pour une retraite complète. Alors, pour faire un petit peu le lien entre l'actualité au Fénois et à l'Hexagone, comment conciliez-vous votre travail avec le gouvernement du Fénois et celui de l'Assemblée nationale? En quelques points, quelles sont les demandes du gouvernement, les orientations qu'ils veulent donner à leur politique? Écoutez, les échanges sont évidemment fluides. Lorsque je suis une députée qui ne décide pas seule dans son bureau à Paris, je communique beaucoup avec les cabinets ministériels locaux. Je leur envoie des courriers pour leur demander s'ils ont, notamment pour le PLF, s'ils ont des demandes particulières. Et avec le gouvernement, mais aussi avec la population. À chaque déplacement que je peux faire dans la sphère privée ou dans le cadre de mon mandat, il m'intéresse beaucoup d'écouter la population. Et c'est de là que vient aussi les idées, en tout cas les orientations que je donne à mes actions. Alors pour cette année 2025, quelle sera votre priorité à l'Assemblée nationale? Alors, la commission d'enquête sur le nucléaire, puisqu'on va commencer dès le 14 janvier, après avoir entendu le discours de politique générale de M. Bayrou, on va procéder à la réunion constitutive de la commission d'enquête. On va on va nommer les 30 députés qui vont participer à cette commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires. Alors, j'aimerais revenir rapidement, un tout petit point, sur la fermeture du centre de contrôle de Tahiti Fa'a. Oui. Alors, écoutez, c'est inédit, c'est très préoccupant. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la ZEE, on en parle souvent, la ZEE de la Polynésie française qui fait 5,5 millions de kilomètres carrés, il faut savoir que l'espace aérien délégué à la France au-dessus de la ZEE fait 2,3 fois cette surface. Donc c'est un espace énorme qui est le deuxième dans le Pacifique, après celui donné aux Américains, enfin géré par les Américains. Et la fermeture du centre de contrôle de Tahiti Fa'a est inédite, ça n'a jamais été fait. Une fois la piste a été fermée en 88 lors d'invasion de manifestants antinucléaires. Ça a été la seule fois où le terrain a été fermé plusieurs heures. Ça peut être fermé de temps en temps pour question de météo. Mais le centre de contrôle, c'est-à-dire que les avions qui croisent 5 heures dans notre espace aérien, pendant 5 à 6 heures, ont été obligés de contourner l'espace aérien français ou alors ils ont été obligés de se séparer eux-mêmes. Et je vous assure que c'est pas du tout. En fait, on baisse la qualité de service que l'on donne aux avions.
Voilà. Un sujet qui mène à réflexion dans les jours à venir. Voilà. En tout cas, merci pour ces précisions, Madame la députée. Et c'est aussi sur ces mots que l'on achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, revivez le Hurata Pairo, suivi de votre magazine Capital. Demain, retrouvez à cette même place Athéna Milcam. Quant à moi, je vous souhaite une agréable soirée, une excellente semaine à venir. Mais en attendant, prudence où que vous soyez. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.